Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un colis un peu spécial, on va dire un colis de Noël, car Bricolo à 2 balles m'a envoyé un truc dans un emballage Noël de Amazon. Bon, ok, je sais pas du tout ce que c'est pour l'instant, donc ça va être là une surprise. Et ensuite, c'est un colis énorme, un colis de presque 14 kilos, de trucs en tout genre, dont je ne connais absolument pas ce que c'est, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, je vois pas d'où ça peut provenir, je n'en ai aucune idée. Donc, d'abord, on commence par ceci. On va voir si c'est intéressant à faire directement, ou si on va attendre un petit peu, et on va laisser ça pour la fin de la vidéo, ou pour une vidéo séparée, je n'en ai aucune idée. Il y a marqué un cadeau pour toi, et ensuite il y a un petit quelque chose comme ça. Ah bah voilà, profite de ce cadeau, regarde le deuxième colis. Il y a ce qu'il faut pour tes Lightscrab. Ah oui, non, d'accord. C'est parce que, en fait, au moment où il m'a envoyé ça, j'avais envoyé que la première partie de la vidéo en rapport avec le Lightscrab et le Lightscribe et ce genre de trucs. Je vais faire très certainement une vidéo dans très peu de temps pour s'amuser à écrire des trucs sur les Lightscrab, à moins que ce soit déjà fait au moment où je poste cette vidéo. Parce que oui, je suis obligé de faire cette vidéo avant Noël, parce que je doute que le jour même de Noël, j'aurai le temps d'enregistrer, de monter et de publier la vidéo. Donc voilà, je ne sais d'ailleurs pas si elle sera postée le jour de Noël même ou pas, parce que j'essaye de trouver une idée de vidéo spéciale Noël qui ne soit pas forcément celle-là. Alors du coup, bon, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle sera postée, le 23, le 24, le 25, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, l'emballage cadeau machin chouette et de chez Amazon est franchement particulièrement solide et réutilisable, j'ai aussi envie de dire. Ensuite, nous avons ce petit truc là. Bon, ok. Oh, bah c'est une pince ampère métrique, bon sang, bah c'est pas possible, mais ça commence à me faire peur à quel point on va dire, il donne tout ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de ça, vous avez de quelqu'un... Enfin, bon, c'est vrai que les vidéos ne me rapportent rien du tout, et que, bon, voilà, en l'occurrence, c'est pareil que d'avoir un Tipeee dans un sens, hein, que l'on me donne quelque chose qui a une valeur et une utilité, on va dire, identique. D'ailleurs, il faudra que je fasse un Tipeee, hein, je vous le dis, parce que, très franchement, YouTube, ça rapporte plus rien en argent, et un truc que vous aimez bien, c'est les vidéos sur des contrefaçons ou des trucs de ce genre. Et le problème, c'est que quand je fais une vidéo comme ça, même si il n'y a pas de matériel sous licence ou je ne sais pas quoi dedans, la vidéo peut pas être monétisée. Pourquoi? Parce que il y a marqué contrefaçon dans le titre, ou il y a marqué fake, ou ce genre de truc, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué cette vidéo n'est pas, n'est pas compatible avec les besoins des annonceurs, en gros. C'est-à-dire, en gros, oh mon dieu, c'est un truc sur un produit d'arnaque, etc. Et comme notre plus gros sponsor en ce moment chez YouTube, c'est Wish, et ben forcément, on va pas passer une pub de Wish avant une vidéo qui va vous dire que les produits contrefaits, machin chouette, tout pourri, bah ça marche pas et c'est mettre son argent par les fenêtres. Enfin voilà, en gros... Il y a un gros problème avec YouTube en ce moment et la publicité, en gros ça n'existe plus. Donc moi je ne gagne rien du tout parce que de toute façon je ne veux pas de sponsor. Je ne veux pas être sponsorisé par une marque ou je ne sais pas quoi parce que c'est pas mon truc et parce que en plus de ça, eh ben je trouve que c'est malhonnête envers vous, c'est pas ce que vous êtes venu voir, c'est pas comme ça que j'ai créé la chaîne et c'est pas parce que d'un coup les pubs rapportent rien que je vais changer d'éthique et que je vais dire ah bah voilà je vais foutre des sponsors partout. Non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin en tout cas ça fonctionne pas comme ça chez moi. Donc voilà ce qu'on appelle une pince ampère métrique. Pour ceux qui ne savent pas, vous mettez un câble dedans et vous pouvez savoir combien d'ampères passe à travers ce câble. C'est tout bête, hein. Ça fonctionne avec le magnétisme en fait, parce que un câble, vous faites passer un courant dedans, ça crée un champ magnétique forcément. Et ben faites comme ça, vous mettez une sorte d'enroulement autour de ce câble et cet enroulement va capter le champ magnétique qui est sorti par ce câble là et ça vous permettra de cette manière là de pouvoir mesurer quel courant passe parce qu'il y a c'est proportionnel en fait. Donc voilà, donc vous avez de quoi pouvoir mesurer les tensions, etc. Vous pouvez mettre c'est comme n'importe quel multimètre, hein, en fait, hein. Ça permet d'utiliser les mêmes types de machins, vous avez les ohms, etc. Blablabla. Un écran qui se trouve ici, de quoi manger, sauf qu'il y a cette petite pince qui est vachement pratique quand vous devez savoir combien de courant passe à travers un câble sans avoir à devoir mettre un câble d'un côté, ressortir le truc et donc couper le circuit, etc. Bon bref, en gros
mesuré par là, c'est pas aussi précis, même si ça reste très précis, c'est pas aussi précis, mais c'est quand même 1000 fois mieux que de devoir, si vous n'avez pas besoin d'une mesure précise, couper le câble, mettre le bout du câble ici, puis ressortir le câble de l'autre côté et compléter le circuit. C'est, voilà, bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je voulais depuis un millier d'années, bien entendu, fourni avec les câbles qui vont avec. Et bah franchement un énorme merci parce que franchement ça c'est génial, c'est vraiment un truc que je voulais depuis tellement longtemps. Alors première pièce de ce nouveau colis, c'est un disque dur. Un disque dur Seagate de 1 Teraoctet, je ne sais pas s'il marche parce que comme pour les disques durs, comme toujours avec les disques durs, bah je sais pas si on me l'envoie en panne ou si on me l'envoie fonctionnel. Et il y a un autre truc aussi, c'est que bah, le transport des fois peut être méchant avec le disque dur, même si franchement, là en l'occurrence c'est vraiment très bien emballé. Je regarde quelle série c'est de Barracuda, parce que il y a des 1 Teraoctet qui avaient tendance à se briquer tout le temps, donc c'est peut-être un de ceux-là. Où c'est que c'est marqué? Alors, 7200 point quoi? Où c'est que c'est marqué? C'est pas marqué du tout. Non, c'est pas marqué du tout, donc je suppose que c'est une version récente, donc il n'y a pas de problème de firmware qui peuvent se briquer ou je ne sais pas quoi. Voilà, ensuite nous avons un énorme truc qui pèse 1 tonne, qui est encore une fois très bien emballé, parce que tout ce qu'il a emballé sont emballés comme ça individuellement, pour pas qu'ils se fassent, pour pas qu'ils s'abîment les uns les autres. Donc première chose, il s'agit, je ne sais pas si c'est un hub ou un switch, ça c'est écrit généralement, multiport hub, donc ça c'est un hub, c'est pas la même chose qu'un switch, hein, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas déjà. Ce qui se passe avec un switch, c'est que, en gros, vous avez un truc qui va envoyer au bon port. Et voilà, donc en gros vous avez un port qui reçoit les données, et ensuite ça envoie un autre port, et c'est directement vers le bon. Alors qu'un hub, ce qu'il fait, c'est que il va prendre les données qui passent d'un port, et il va les dupliquer sur tous les autres ports, et ce sera l'ordinateur qui recevra les données, qui devra dire ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est de la merde, ça j'en veux, enfin voilà, ce genre de truc. Donc c'est beaucoup moins intéressant qu'un switch, hein, un hub, mais ça peut avoir son utilité, hein, bien sûr, et là, son utilité, c'est que c'est un très vieux truc, avec visiblement un ancien port réseau d'autrefois, vous savez, ceux qui ressemblent à des ports antennes, prise totalement standard pour pouvoir brancher ça, c'est bien. Des petits boutons ici, je sais pas du tout à quoi ils servent. Donc en gros on appuie dessus, il ressort si c'est off et si... Alors il y a marqué AUI, ça je sais pas ce que c'est, et 10 base 2. Voilà, bon bref, c'est en gros différents modes réseau, et voilà, bon je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire de plus là-dessus. Je vais regarder le deuxième. C'est du très vieux matériel réseau, et le deuxième, oula, alors là je sais même pas ce que c'est, mais je suppose que c'est un hub de l'époque où on utilisait ces fameux ports dont je vous parlais juste avant. Waouh, alors ça franchement, alors ça pèse vraiment une brique quoi, mais vraiment quoi. Il y a des petits boutons ici, avec un sélecteur ou je ne sais pas quoi, donc je ne sais pas du tout à quoi ça sert. UHF1, UHF2, UHF3, ça a un rapport avec la télé. C'est une sorte de truc pour les prises d'antenne pour de vrai, là, ce coup-ci? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est marqué en dessous? Il y a marqué centrale d'amplification programmable. Ouais, je sais pas pour quel genre de signaux, mais peut-être n'importe lequel, d'ailleurs. Voilà. Intéressant. Très intéressant. Alors, maintenant, un petit sachet avec dedans... Oh, je crois que c'est le 3e comme ça que j'ai. C'est un Huawei, alors c'est comme le Huawei Ideos pourri là, qui s'appelait, je sais plus, U8150, bon il coûtait pas cher pour l'époque, hein, donc c'était pas si pourri que ça, mais là c'est la version avec le clavier. C'est un téléphone qui s'est bien vendu en France mais pas dans le reste du monde, du coup il n'y a pas beaucoup de firmware ou je ne sais pas quoi là-dessus, et il a jamais été vraiment mis à jour. C'est le 8350 justement. Pas le 8150 mais le 8350 celui-là, donc il rajoute le clavier, il passe de 150 à 350, sinon en hardware c'est la même chose plus ou moins avec un clavier quoi. Donc est-ce que c'est la version française? Oui, il a le clavier AZERTY, de toute façon franchement comme je le disais, celui-là c'est bien vendu uniquement parce qu'il a été vendu pour pas cher avec les opérateurs, sinon il s'est vraiment pas du tout vendu dans le reste du monde. Un bloc d'Alim pour je ne sais quoi, 2 tonnes de câbles et un deuxième bloc d'Alim pour je ne sais quoi. Alors maintenant nous avons des trucs ici, je crois voir un modem Holitech du même style que celui-là que j'ai déjà, et aussi ce truc là qui a l'air d'être une espèce de borne infrarouge bizarre, voilà, je sais pas du tout comment ça fonctionne.
Et donc oui, j'avais raison, c'est bien un modem Holitech, il me semble que j'ai le même en bleu. Universal Self Memory Pro, oui. Il me semble bien que c'est exactement le même que j'ai. Made in France? Ah, ça je savais pas ça. Enfin bref, en gros, c'est un modem qui se branche en USB, mais, et c'est là où c'est bien, se branche aussi en port série, et le port série, ce qu'il avait de bien, c'est que, eh bien, c'était compatible avec n'importe quel système d'exploitation pratiquement. Alors, il avait un petit bouton on-off, ça c'était bien aussi parce que, bon, histoire de faire en sorte qu'il soit complètement éteint quand on s'en sert pas. J'ai l'impression que l'écran, enfin le plastique de l'écran a été collé à la superglue parce que ça fait ce genre de traces généralement quand c'est comme ça. Et ce modem avait un truc particulièrement drôle, c'est qu'il était facile à hacker pour mettre un truc pour qu'il n'y ait pas de décompte du nombre de minutes quand vous vous en servez. C'est-à-dire qu'en gros ce qui se passait, c'est que autrefois, eh bien vous avez des forfaits qui étaient à l'heure. C'est-à-dire en gros vous avez un forfait 2 heures et vous le payez 8 euros. Vous avez un forfait 10 heures et vous le payez 20 euros. Enfin ce genre de conneries. Donc bref, le truc c'est que bah, c'était super casse-couille déjà, une limitation vraiment complètement bidon dont je ne connais pas le but à part se faire de la thune, mais surtout le truc c'est que avec certains modems, notamment celui-là, il était très facile de trouver quelques broches quelque part, de les souder ensemble, et le compteur de temps ne tournait plus. Donc, eh ben, vous pouvez utiliser un forfait de 30 minutes de manière illimitée et payer uniquement pour le nombre de minutes que vous avez fait, c'est-à-dire absolument rien du tout. Donc vous pouviez comme ça les gruger bien comme il faut et payer 2 euros par mois pour un forfait où vous payez la minute en gros et au final eh ben, vous ne payez rien parce que c'est comme si vous ne l'avez pas du tout utilisé dans le mois. A savoir que ce type de grugeage ne fonctionnait pas avec les gens de chez AOL qui avaient un programme spécial pour anti-grugeage parce que ils étaient tellement radins chez AOL que même les 3% de personnes, si ce n'est même pas les 0,3% de personnes qui faisaient ce genre de truc, eh ben c'était trop déjà pour eux, donc ils ont rendu l'accès à Internet compliqué et complètement incompatible avec n'importe quel système d'exploitation autre que Windows, avec des idées complètement débiles et farfelues. Donc voici, vous savez, il y avait besoin d'un programme en fait, d'un navigateur internet spécial AOL pour accéder à internet et c'était lui qui décomptait le nombre de le temps. Et si on voulait utiliser un autre navigateur internet, fallait ouvrir AOL dans un coin, ça décomptait le temps et fallait ouvrir un autre truc en même temps. Ouais, AOL c'était vraiment un truc bon, on se demande pas du tout pourquoi ils ont coulé en fait. Donc là nous avons des trucs c'est un appareil photo, tiens, avec une clé USB une carte SD, je veux dire, de 512 mégaoctets, je suppose que ça va jusqu'à 2 Go maximum. Nous avons une petite batterie ici, voilà, pouf, je referme ça. Est-ce que celui-là, il faut obligatoirement changer la batterie pour pouvoir le recharger? Ou, parce que des fois, il y en a où il faut enlever la batterie uniquement pour le recharger. Il faut un chargeur annexe, en fait, il n'y a pas moyen de le recharger avec. Ce qui est un peu con. Donc voilà, très compact, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, et je vais mettre ça de côté pour tester ça un de ces jours, ou en fin de vidéo. Ensuite nous avons ceci, oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Olympus Zoom bidule truc, oh là là, tout grippé, oh, avec ça qui sort ensuite. D'accord, donc je vais essayer de le refermer, et clic, voilà. Est-ce que ça utilise des films ou est-ce que... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. Oh là 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 là. Alors c'est un appareil photo numérique Olympus du début du numérique où il s'amusait à créer des sortes de cartes mémoire de merde. Là, il en a existé pas mal des types de cartes mémoire dont on a oublié l'existence, qui sont, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs ça, mais enfin bon bref, c'est un type de carte mémoire, vous savez, 8 mégaoctets, hein, oh là là, c'est vraiment vieux. On voit la taille de la puce mémoire dedans, vous voyez. Donc ça aurait pu être 2 fois plus petit, hein, la taille d'une carte SD en fait. J'ai même l'impression que si vous regardez bien à travers, ça a la forme d'une carte SD à l'intérieur de ce truc-là. Donc bon, c'est... Oui, le but est tout simplement de faire en sorte de vous faire payer pour un format propriétaire, c'est genre de la balle. Et là vous avez de quoi mettre 2 piles, ça c'est plutôt pas mal, parce que pour une fois c'est pas une batterie à la con. Vous avez un port USB, un port vidéo out, etc. Voilà, ouais, c'est marrant. La question que je me pose, c'est si un de ces jours je vais pouvoir trouver un truc qui me fasse une webcam à peu près correcte dans ce genre de vieux appareil photo numérique, parce que ça pourrait être marrant. Bref, ensuite nous avons un câble réseau. Un câble réseau avec
un adaptateur réseau pour imprimante en port parallèle. Alors ça se branche comme ceci, vous branchez le câble réseau ici, et vous avez besoin d'une alimentation supplémentaire parce qu'il n'y a ni courant qui passe par le port parallèle, ni par le câble réseau, donc ils sont obligés de mettre une alimentation annexe. Ce genre de truc, j'en ai déjà quelques-uns, mais surtout ce genre de truc, eh bien, il faut quand même installer l'imprimante et tout ça, c'est assez complexe. Il y a 2 câbles réseau en fait là-dedans. Ensuite, nous avons un petit switch TP-Link Fast Ethernet, et j'ai bien dit Fast Ethernet et pas Gigabit Ethernet, c'est-à-dire celui-là qui est bloqué à environ maximum, grand maximum 12 mégaoctets par seconde, et pas celui qui est bloqué à peu près 120 mégaoctets par seconde. Ensuite, nous avons un routeur de chez Linksys. Alors ça, c'est une marque qui était sympathique pour beaucoup de trucs, notamment le fait que ça puisse être hacké assez facilement. Je ne sais pas du tout ce que ce routeur est capable de faire de plus que routeur, parce qu'il est très gros, avec énormément de vide dedans, il a été ouvert, clairement. Est-ce qu'on peut brancher un disque dur dedans? Je n'en sais rien du tout. Comment il fonctionne d'ailleurs? Eh bien voilà, nous avons Internet ici, nous avons DMZ Internet, c'est-à-dire en gros, il y a Internet qui passe par là, ça ressort par là directement sans filtrage, donc en gros, vous pouvez avoir des attaques assez faciles si vous n'avez pas de firewall assez puissant sur votre ordinateur, mais c'est bien pour rebrancher un serveur par exemple, pour ne pas avoir à ouvrir tous les ports un par un, même si c'est toujours préférable quand même d'avoir un serveur routé, comme ça vous aurez uniquement... J'ai dit routé, pas routé au sens d'Android, hein, mais routé au sens de... Il y a un routage qui est fait là-dedans, c'est-à-dire en gros ouvrir que le port 80 et le port 21 par exemple, si vous avez besoin que de ces 2 ports et ce genre de truc, et bloquer tous les autres derrière le routeur, c'est toujours mieux. Alors, je ne sais pas quel est ce modèle de Linksys, parce que j'en connais un qui est super à câble, et c'est un truc de fou. Mais le nom de code ne me dit rien, dit comme ça. Je vois bien qu'il a été démonté, etc. Il y a un petit peu de voilà, il y a l'étiquette aussi ici qui est voilà, enlevée. Et là, ce n'est pas du tout aligné. Donc ça vaudrait très certainement le coup d'être démonté. Ensuite, j'ai trouvé une touche de clavier échappe qui essaye de s'échapper de son clavier. Donc bon, je sais pas trop à quoi ça appartient, mais il y a sûrement des claviers dans le colis. Ensuite, il y a une souris à boule en port PS2. Ah, la joie des souris à boule! C'est tellement magique ces trucs-là qui ne roulent jamais comme il faut sur quelle que soit la surface. Et une fois que vous avez trouvé une surface qui agrippe correctement, vous êtes quand même obligé de la secouer dans tous les sens parce qu'on sait pas pourquoi, mais ça se grippe tout le temps, notamment au niveau des rouleaux qui sont ici où il y a tout le temps une tonne de poussière qui vient se coincer dedans. Enfin bon, bref. D'ailleurs, j'avais beaucoup de souris où il fallait au contraire les laisser s'encrasser. Ça tournait mieux quand c'était crasseux que quand c'était bien nettoyé. Bah parce que tout simplement ça appuie plus sur la boule quoi, bon enfin bref. Ensuite nous avons ceci, alors je ne sais pas ce que c'est, on dirait un Samsung, et c'en est un vrai certainement, je sais pas, en tout cas pour être usé comme ça, et etc, c'en est très certainement un vrai. Je ne sais pas du tout quel modèle c'est, mais c'est du métal, et ça m'a pas l'air d'être une génération assez récente, donc je dirais que c'est sûrement un Galaxy A quelque chose, une variante de Galaxy machin chouette que j'ai jamais eu entre les mains. Tiens, on peut enlever l'arrière. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, le premier cadre métallique machin de chez Samsung, c'était le Galaxy A truc. Alors, nous avons ici la référence SMG850, comme d'habitude, la référence derrière ne me dit pas en toutes lettres quel téléphone c'est, donc je vais vérifier maintenant sur Internet. Eh bien, il s'agit bien d'un Galaxy A quelque chose, car il s'agit carrément du tout premier. C'est bien celui dont je pensais, auquel je pensais. C'est le Galaxy Alpha. Donc voilà, après il y a eu le A3, machin, etc., etc. Mais le A que vous ne savez peut-être pas à quoi il... Enfin, je sais pas à quoi il correspond, etc., etc. Bah en fait, il correspond à cette génération de téléphone. Le tout premier Galaxy A, machin chouette, le Galaxy Alpha tout court, qui a visiblement, à ce que je vois, le petit plastique non, c'est de la vitre, c'est visiblement du verre, de l'appareil photo qui s'est carrément pété, et je ne sais pas si ça se voit dans les photos, parce que c'est vraiment, ça passe ultra près de l'objectif. Donc voilà, je ne peux pas l'utiliser parce que la batterie est complètement déchargée, mais ça peut faire une plutôt bonne vidéo, à moi de trouver un câble pour le recharger du coup. Alors là par contre ça c'est particulièrement marrant parce qu'on n'a encore jamais vu ça, il s'agit de porte-fusibles, putain il y a carrément les fusibles dedans, il s'agit de porte-fusibles
pour ceux qui n'ont pas encore ce qu'on appelle les fusibles disjoncteurs, c'est-à-dire des petits taquets que vous enlevez, enfin que vous cliquez, que la machin, etc. Bah, autrefois, pour ceux qui sont trop jeunes, qui ne connaissent pas quelqu'un qui aurait une vieille maison, eh bien, les fusibles, c'était des espèces de petites cartouches comme ça qu'on mettait dedans, et pouf, on fermait le truc, et le fusible grillait, et quand c'était grillé, c'est-à-dire s'il y a un problème de surcapacité sur une ligne, etc., bah, ça va griller le fusible, et bien le fusible est mort, et il faut aller le remplacer par un neuf. Non, pas par un neuf, mais par un qui est neuf. Hein. Donc voilà, et... ou par un bout de ressort pour ceux qui ont envie de faire cramer toute la maison. Donc, et il y a des types de fusibles un peu bizarres, différents, avec ce qu'on appelle un culbuteur, ou je sais pas quoi, c'est-à-dire ce petit machin truc qui vient ressortir quand le fusible est mort. C'est-à-dire qu'en gros, dedans, il y a une sorte de ressort qui retient ce truc, et dès que le fil a fondu, c'est-à-dire dès que le fusible est coupé, que l'électricité ne passe plus, ping, le truc ressort, et ça veut dire que le fusible est grillé. Donc si vous savez pas quel fusible est grillé, c'était facile, il suffisait de tous les ouvrir, et vous voyez, ah tiens, c'est celui-là, voilà, ça c'était pratique. Mais pratiquement personne n'a jamais acheté ce genre de truc parce que ça coûte plus cher et parce que de toute façon un fusible ça grille très rarement. Enfin je dis ça mais ça dépend franchement de ce que vous faites avec votre ligne électrique. Si vous faites absolument n'importe quoi et que vous surchargez les prises, genre sur un fusible de 16 ampères vous mettez de quoi alimenter 20 ampères, vous allez griller des fusibles tout le temps. Donc maintenant vous avez quoi? Je crois que j'ai un espèce de tas de câbles là. C'est bien ça, c'est tout un tas de câbles, donc un câble USB 3 de type, on va appeler ça câble d'imprimante, hein, j'appelle ça comme ça parce que je me rappelle jamais le type QAC, parce que il y a tellement de types de machins, de trucs, de bidules, etc. Un chargeur Samsung, peut-être celui du téléphone d'ailleurs, ouais, c'est vraisemblablement ça. Ensuite, nous avons un autre chargeur, mais là, cette fois-ci, c'est un chargeur no-name pourri avec le petit voyant de merde. Ensuite, nous avons... Je suppose que ce petit voyant, d'ailleurs, est là uniquement pour tester si les chargeurs marchent en usine, tellement ils ont tendance à être grillés de base, ces trucs-là. Donc en usine, ils voient juste si le voyant s'allume, et voilà, quoi. Enfin bref, ça permet de coûter moins cher au lieu de coûter plus cher. Un câble USB... mini USB, un câble HDMI encore, tiens, ça c'est bien les câbles HDMI parce que plein de gens m'envoient des câbles HDMI, mais c'est très souvent des câbles HDMI qui sont HS. Donc, ben, j'essaye petit à petit d'en trouver un qui marche là-dedans, parce que j'en ai besoin de quelques-uns, et là j'en ai un qui marche très mal, que je suis obligé de bouger comme il faut à chaque fois. Alors ensuite, nous avons une souris qui a l'air d'être une souris sans fil, je vois un port micro USB dessus pour la recharger, visiblement. Je suppose que c'est ça. Donc c'est pas une avec des piles. Alors je comprends pas très bien la façon dont est mis la pile dedans. Alors attendez. Donc non, c'est bien à pile, mais à pile rechargeable. Donc voilà. Et la pile se met comme ceci. Complètement de traviole. Putain. D'accord. Ben oui, bah faut... Ah c'est Logitech qui fait ça. Bah putain, je sais pas trop à quoi ça leur sert de... Enfin bon bref, voilà. Oula, là il y a un énorme bouton qui fait ch'trampoum, comme si c'était un vieux bouton là qui s'enfonce à 15 km. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est pété? Non, je sais pas. Là il y a une molette qui fait latéral, mais putain, il n'y a pas de clics latéraux, donc on sait pas trop si ça marche. Voilà, il faut sûrement avoir l'habitude du truc. Il y a deux boutons là, un bouton zoom. Sûrement pour les DPI ou je sais pas quoi. Il y a un voyant qui dit que les piles sont bientôt mortes. C'était sur on, donc la pile doit être morte. Voilà. Bon, ben je pense pas que ce serait à pile, mais oui, c'est à pile rechargeable. Bah vous savez, ça c'est pas une mauvaise idée, parce que pile rechargeable, c'est mieux que batterie en fait. Si vous avez directement le chargeur intégré dans la souris par exemple, ou dans le je ne sais quoi, parce que les piles rechargeables durent plus longtemps que les batteries au lithium. Si c'est une bonne pile rechargeable, genre si c'est une qui est faite par Sanyo ou Panasonic, qui est la même marque d'ailleurs, hein, genre les Eneloop ou ce genre de truc. Et bien dans ce genre de cas, eh bien vous avez des piles qui tiennent beaucoup plus longtemps et qui en plus sont, comment dire, mieux adaptées au fait d'être utilisées dans des périphériques qui consomment peu. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez des bonnes piles rechargeables, eh bien ça va se décharger moins vite qu'une batterie lithium, parce que certaines batteries lithium mal foutues peuvent se décharger en 3 jours sans utilisation, même si vous en servez pas du tout, elle est débranchée du circuit ou ce genre de truc, donc bon... Alors visiblement ça doit être un tapis de souris, et ça c'est un énorme truc, je sais pas si on peut appeler ça un tapis de clavier pendant qu'on y est, il y a marqué Gaming Art in Motion, donc je sais pas quelle marque c'est ça, mais qui fait ce truc. Ensuite là ça faisait une demi-heure que j'étais en train de déballer un truc sans savoir ce que c'est, et vous allez pas en croire vos yeux, c'est quelque chose d'assez intéressant, je ne sais pas quel... Oh bah putain, waouh, c'est une GTX 970.
Alors bon, peut-être qu'elle marche pas, hein, qui sait, hein, peut-être en panne, j'en sais rien, parce que ça se peut, quoi. Ça c'est déjà arrivé qu'on m'envoie des cartes graphiques super haut de gamme, machin chouette en panne. En fait, c'est la majorité du temps, parce que voilà. Mais sinon, ça vous permet quand même de voir à quoi ça ressemble. C'est joli. Ils font tout pour faire en sorte que ce soit très joli, parce que bah, ça sert à rien que ce soit joli, mais bon, les gens veulent que leur PC soit joli de nos jours. Donc bon, bah voilà. Donc voilà, bah, je la testerai. Je verrai si elle fonctionne. Si elle fonctionne, et ben nickel, génial, youpi, quoi, la joie totale, parce que bon, j'en ai pas forcément totalement besoin, parce que j'en ai déjà une, hein, et que je ne la vends pas, quoi, j'ai pas envie de vendre ce genre de truc. Mais par contre, j'en ai une qu'on ne m'a pas offert, en tout cas que c'est pas un spectateur qui m'a offert, donc j'aurais pas vraiment forcément de scrupule à la revendre. Elle est certes plus puissante que celle-là, mais voilà, je peux la revendre et puis utiliser ça à la place, franchement, je verrai pas de différence étant donné ce que je fais avec. Donc voilà. Ah mais attendez, ça me fait dire que c'est une deuxième 970. Donc ça veut dire que je peux faire un SLI. Ah bah je pourrais comme ça faire un SLI de 970, histoire de voir ce que ça vaut. En termes d'intérêt, le SLI de nos jours, parce que avec la dernière version de DirectX, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, avec la dernière version de DirectX, ça s'est fortement amélioré le support des dual GPU ou ce genre de truc. Même si ça n'est pas non plus du tout optimal. Genre par exemple, dans les jeux qui ne supportent pas le SLI, eh bien l'utilité du SLI sert juste à faire en sorte qu'il y ait une carte graphique qui fasse les filtres, pendant que l'autre fait tout le reste. Donc en gros, vous avez une carte graphique qui fait presque rien, pendant que l'autre fait tout, quoi. Donc bon, c'est pas non plus optimal, mais disons que ben ça rend le truc utilisable, en tout cas dans tous les jeux. C'est déjà ça, parce qu'avant, c'était même pas le cas. Donc maintenant, nous avons ceci. C'est à peu près l'équivalent pourri de ceci. C'est-à-dire que ça, c'est le modem universel qui marche avec tout, en USB, en port série, etc., avec un bon pilote, etc., voire même sans pilote, c'est-à-dire en port série, tout simplement. Et là, vous avez l'équivalent moisi, c'est-à-dire ce qu'on appelle un WinModem. Qu'est-ce qu'un WinModem, vous allez me dire? Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un modem qui ne fonctionne que sous Windows, parce que la majorité du matériel n'est pas dans le modem lui-même, contrairement à ça, où c'est le modem qui fait tout. On lui donne juste les commandes pour qu'il exécute. Ça, la majorité du matériel qu'il y a là-dedans sert à presque rien, à part à recevoir des commandes venant du PC, pour que le PC fasse avec son processeur, par exemple, tout le boulot qu'aurait fait un modem en interne directement dedans. Donc en gros, ça permet d'avoir des performances de merde, ça permet de déconner complètement, même si le pilote fonctionne, et bien sûr, ça veut dire qu'il faut un pilote de ouf pour que ça fonctionne, un pilote donc qui sera forcément instable. C'était vraiment de la merde, personne n'arrivait à utiliser ça à peu près comme il faut. Ensuite, nous avons cette petite carte mère avec chipset Intel, et un processeur dont je ne connais pas du tout la catégorie, mais la seule chose que je peux voir, c'est en le mettant comme ceci, et en regardant comme cela, ce que je peux voir, c'est que c'est un socket 370, donc c'est un truc, disons, Pentium 3 ou Celeron de cette génération-là. Tiens, graphique intégré. Mais surtout que ce que je peux voir, c'est qu'il y a un IHS. Alors qu'est-ce qu'un IHS? C'est le machin truc en métal que vous avez sur le processeur. Parce que normalement un processeur ça ne ressemble pas à un truc en métal, quoi, une espèce de truc avec une capsule en métal dessus. On peut enlever cette capsule en métal et on voit le vrai composant en dessous. Autrefois, avec le Pentium 3, on voyait le vrai composant en dessous. Et ben là, en l'occurrence, on ne le voit pas. Il y a un IHS sur les Pentium 3. Et ça, c'est la dernière génération de Pentium 3, ceux qui s'appellent les Pentium 3 Tualatin. Ou un Celeron basé sur la même génération de composants, quoi. C'est-à-dire un Celeron Tualatin, lui, avec. Ou Tualatine, enfin, prononcer ça comme vous voulez, hein, ça je m'en fous un petit peu. Hein. Et donc, cette génération-là, ce qu'elle avait de génial, c'est qu'elle était très overclockable. C'était des Pentium 3 qui pouvaient aller jusqu'à 1,5 GHz, alors que les anciens Pentium 3 allaient jusqu'à 1 GHz grand maximum. Et ces processeurs-là pouvaient peut-être même aller à un peu plus de 1,5 GHz. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je pense qu'on peut aller jusqu'à 1,7 si je dis pas de bêtises. Et donc, cette génération de processeurs-là, pareil pour les Celeron d'ailleurs, on pouvait les overclocker à max, était meilleure que les Pentium 4. Pendant une longue période de temps, c'est-à-dire pendant la période de temps où on pouvait acheter ou un Pentium 3 Tualatin ou un Celeron, ou un Pentium 4, fallait acheter le Pentium 3 Tualatin. Franchement, à mort, quoi. Parce que à 1,5 GHz, c'était meilleur qu'un Pentium 4 à 2,4. C'était un truc de fou. Et un autre truc, c'est que les Celeron de l'époque des Pentium 4, ils avaient tous les mêmes performances. Tous, qu'ils soient à 1,2 GHz, ou à 2,4 GHz, ou à 3 GHz, ils avaient
tous les mêmes performances. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de cache, il y avait tellement peu de cache que c'était le cache qui avait la plus grosse pénalité de performance. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez... enfin, en gros, ce qui se passe, c'est que le cache est tout le temps en train de dire au processeur d'attendre. Vous mettez d'un côté un processeur qui est super puissant ou un processeur qui est très peu puissant. Le fait qu'il n'y ait rien en cache faisait à chaque fois qu'il n'y avait aucune différence de performance. Ce n'est pas le cas avec le Celeron Tualatin. Le Celeron Tualatin, vous pouvez en acheter un à 900 MHz, parce que oui, ça existe à 900 MHz, c'est très rare à trouver, mais bon, voilà, ça existe, ou à 1 GHz, et vous pouvez le faire passer à 1,5 ou ce genre de truc, et il aura proportionnellement beaucoup plus de performance. C'est-à-dire, il aura proportionnellement à peu près 33% plus de performance, vu qu'il a 33% plus de fréquence. Contrairement au Celeron, où vous avez tout le temps les mêmes performances qui sont largement en dessous du Celeron Tualatin, quoi qu'il arrive. Enfin bon bref, c'était une honte ce processeur, une véritable honte. Le Pentium 4, ou le Celeron basé sur le Pentium 4, je veux dire. Le Pentium 4 était une petite honte aussi, hein, même s'il a réussi à se justifier via sa deuxième génération, c'est-à-dire celle qui pouvait aller au-delà de 2,4 GHz, c'est-à-dire la version Northwood. Cette version-là était tout à fait correcte pour ressombrer dans la honte avec la génération Prescott, qui est la dernière génération de Pentium 4, qui était une pure calamité. Enfin bref. Oh mon dieu, regardez ce qui est arrivé. C'est un IPC. D'ailleurs, l'IPC est tellement petit, vous pouvez remarquer qu'il rentre intégralement dans le cadre, malgré toutes les conneries qu'il y a en dessous. Donc c'est dire à quel point c'est petit. Alors c'est pas le tout premier IPC, vu qu'il vient avec une licence Microsoft, pour je ne sais quel système d'exploitation, j'en sais rien. Ensuite, il a la toute petite prise merdique, hyper fragile, facile à casser, ici, que tout le monde finit par péter s'il l'utilise vraiment en tant que vrai PC pendant un long moment. Donc ce n'est pas la génération d'IPC qui était vraiment solide, la toute première, celle qui venait sous Linux avec un SSD dedans. Non, c'est la version avec un disque dur à plateau, avec Windows XP très certainement dedans, qui était une version assez pourrie, parce que il y a une raison pour laquelle le tout premier IPC est sorti avec Linux directement. C'est parce que Linux est capable de faire fonctionner des machines avec un processeur très moisi, quoi. Mais Windows n'en est pas vraiment capable, hein, comme il faut. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros trou dedans. Ce gros trou dedans est un petit peu le testament de la solidité du plastique qui est utilisé pour ça. La charnière est complètement pourrie et le clavier il lui manque une touche. Bon, c'est pas bien grave, hein, je dis ça juste comme ça, mais le clavier était tout à fait honnêtement utilisable sur cet ordinateur. Pour s'en servir de petit ordinateur pour du traitement de texte, c'était convenable, même s'il a tendance à être un peu fragile. C'est vraiment pas le méga mauvais point de cette machine. Vraiment, le méga mauvais point, c'est qu'ils ont sorti une première génération d'IPC avec un SSD, avec une prise pour l'alimentation qui est solide, et sous Linux. Bon, ça on s'en fout, à la limite sous Linux, ça peut être sous Windows, on s'en fout, hein, ça dépend de ce qu'on a envie de tirer dedans. Mais en tout cas, en gros, la deuxième génération a été clairement rendu beaucoup plus fragile pour on ne sait quelle raison. Notamment ce port d'alimentation, déjà que le port d'alimentation qu'utilise Asus sur pratiquement tous leurs ordinateurs n'est pas d'une solidité extrême, et là ils ont décidé de le remplacer par un truc extrêmement fragile qui n'est utilisé que sur les IPC, hein, je vous dis. Donc, je sais pas, Asus a décidé de saboter cette ligne de PC. Ensuite, voici un clavier compact. Alors, on a un petit peu de mal à voir ce que c'est. Alors, je vous fais ça façon vaisseau dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà. Voilà, bon, bref. Bon, c'est un clavier compact. Tous ceux qui l'ont eu, un clavier compact en PS2, se rappelleront de ces touches raccourcies pour email, recherche et compagnie dont personne ne s'est jamais servi, qu'il y avait au-dessus de ce clavier. Le clavier était tout à fait convenable. Hein. C'était l'époque où compact n'était pas HP, d'ailleurs. Tiens, justement, voici un clavier HP maintenant pour voir le contraste. Alors vous voyez, c'est à peu près le même principe. Pourquoi il y a des boutons Eject CD1 et Eject CD2 alors qu'il y a ça en façade de l'ordinateur? Bon, voilà. Ah tiens, visiblement le bouton échappe. C'est échappé de ce CD et aussi de mes mains, parce que j'ai pas réussi à le prendre sans qu'il me glisse des mains, bon tant pis. Donc bref, comme vous le voyez, ils sont différents, ils sont de la même génération. Et c'est le dernier objet de cette vidéo, car j'en ai deux identiques comme ça. Donc voilà, ça fait des claviers PS2. Les claviers PS2, bon, c'est assez intéressant parce que il y a des ordinateurs qui sont pas compatibles avec l'USB et qui sont compatibles uniquement avec le PS2 pour les claviers, enfin en tout cas pour rentrer dans le BIOS, ce genre de truc. J'en ai quand même pas mal maintenant, hein, des claviers PS2, donc si vous avez des claviers PS2 à m'envoyer, si c'en est un vraiment très bon, pourquoi pas, genre un truc avec des switches spéciaux,
c'est-à-dire, vous savez, les switches Cherry MX ou des switches, vous appuyez dessus et ça fait des bruits de ressort ou des trucs comme ça. Vous savez, ce genre de switch mécanique, ça peut être intéressant parce que je vous ai jamais montré ça. Par contre, des claviers PS2 à membrane standard comme ça, si vous avez un doute, envoyez-le quand même, hein, si vous savez pas si ça a de l'intérêt ou pas en termes de présentation, envoyez même un clavier merdique, hein, bon c'est pas grave. Mais je veux dire, si vous savez déjà que c'est un clavier à membrane et que c'est de cette époque-là, je crois que j'en ai déjà 10, c'est plus la peine de m'en envoyer. Donc voilà. Bref, ça vous économisera quelques euros sur les frais de port, même si c'est pas ce qui pèse le plus lourd là-dedans. En tout cas, merci pour absolument tout ce qu'il y avait dans ce colis, il y avait franchement beaucoup à dire, notamment même les claviers compacts et HP, hein, parce que ça m'a permis d'illustrer la différence de qualité entre le clavier compact et le clavier HP, parce que si vous l'aviez sous les mains, vous pouvez taper sur le clavier HP, vous verrez que les touches sont très molles, le ressenti est pourri, alors que pendant ce temps-là, vous avez le clavier compact qui a des touches qui sont tout à fait honnêtes, et aussi, vous avez pu remarquer ça, eh bien, le clavier compact ne perd pas ses touches. Donc, voilà, alors, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, je vais trier les quelques objets qui seront intéressants à démonter, et à vous montrer un peu plus en détail. Et en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine!